enchaîne les entretiens sur la chaîne First Team. Aujourd'hui, on a un mec qu'on attend depuis très longtemps. On le croise souvent dans les salles françaises. Il doit venir depuis plusieurs années. Oui. Et on a la chance, Thomas, d'avoir enfin Edwin Jackson avec nous. Ça va, Edwin? Ça va super, content d'être là. Mec, ça fait longtemps qu'on t'attend. Ça fait très longtemps. Ça fait longtemps, mais tu sais, monter sur Paris et tout. Donc là, j'ai pas trouvé d'excuses. Je suis monté pour vous, j'ai rien d'autre à faire. Ça fait combien de temps qu'on en parle de cette interview un petit peu? Comme pour toutes les bonnes relations, on a pris notre temps, on va dire ça comme Exactement. ça. Franchement, ça fait bien 2-3 ans. 2-3 ans, ouais. Parce tu sais, quand on s'est croisés, tu sais, à Roland-Garros. Donc ça veut dire que c'était encore les Metz 92. Vous vous souvenez de ce moment-là là? Donc il y a 3 ans. C'était il y a 3 ans. C'était à 3 ans. Ouais. À Roland-Garros. Bon, puis là, t'as un petit peu de temps puisque vous avez été en vacances prématurément du côté de l'Asvel avec cette... tout de suite des trucs qui fâchent. Ok. Non, pas qui fâchent, mais c'est la réalité. T'as un petit peu de temps parce que ça va être un petit peu la première question. C'est l'Asvel en ce moment. Tu sors d'une saison individuellement plutôt ok, mais collectivement en dessous de ce que l'Asvel a l'habitude de faire. Ouais, c'est vrai qu'on a eu des difficultés, qu'on a su relever la tête à des moments, même si on s'est battu et qu'on n'a rien abandonné pendant l'année. C'est clair qu'on n'a pas été au niveau d'une organisation, enfin de l'exigence qu'a une organisation comme l'Asvel. Après, on a tous une part de responsabilité. Edwin, tu as 36 ans, tu es en fin de contrat? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Alors... Il y a un énorme projet à l'Asvel. J'ai l'impression. Tu parlais de problème de budget, j'ai l'impression qu'il n'y en aura plus la saison prochaine. Ça a l'air d'être résolu. Voilà. Tu es un enfant de l'Asvel, on peut le dire comme ça? Complètement. Oui. Même si tu es né à Pau. Pourquoi tu es né à Pau d'ailleurs? Parce que mon père joue là-bas. D'accord, ok. Donc mon père joue là-bas. Et donc je suis palois de naissance. Donc tu vois, déjà ça sentait le basket un petit peu. Mais ouais, donc l'année prochaine je serai Villeurbanais. J'ai à cœur de... T'as re-signé du coup? J'ai re-signé. T'as re-signé combien de temps? 2 ans normalement. Donc pour apporter ce côté grand frère, ce côté... vétéran qui maintenant me tient à cœur. Edwin, on l'a connu. Moi, je l'ai connu. Il était meilleur scoreur en N1 à l'INSEP. Maintenant, il parle de vétéran. C'est à 20 ans. C'est à 20 ans. On vieillit. Combien ça vaut, Edwin, en fin de carrière, qui re-signe 2 ans? Combien ça vaut? Ouais. Financièrement? Oui. Parce que tu aimerais, ce que tu as eu. Combien ça vaut ou combien je vais avoir? Combien tu vas avoir? Combien t'as signé? Alors, un peu plus de 200 000 euros. D'accord. Okay. C'est bien quand même. T'es content? Je suis très content parce que c'est très honnêtement sur le marché actuel. Peut-être que je vaux pas ça, tu vois, mais que c'est une manière de récompenser ma fidélité, c'est une manière de aussi quand je suis un compétiteur que je vais jouer moins, tu vois, je suis payé pour faire d'autres choses maintenant, bien sûr que je serai toujours payé pour être un compétiteur et quand j'aurai des minutes de jouer, je reste un basketteur professionnel et il faudra que je sois bon quand des minutes me seront données, mais c'est aussi un autre accompagnement qu'on valorise. Et ouais, on valorise les gens de la maison et ceux qui ont à cœur de défendre l'organisation coûte que coûte. Ça, c'est un truc que l'Asvel fait très bien, on peut le dire quand même. Ces dernières années, David Lighty, bien sûr, Charles Cahudi, on a plein de noms de gars qui ont été tantôt les meilleurs joueurs de l'équipe. Charles Cahudi qui est de retour dans l'organigramme. Tout à fait, absolument. Ça, c'est un truc. Alors, l'Asvel au sens large, Tony Parker en tant que président aussi, c'est une vraie volonté du club, mine de rien, de conserver le plus longtemps possible les gloires. Ouais, je pense que sur ce qu'a vécu Tony aux Spurs, il a eu l'exemple parfait, même des joueurs qui étaient stars comme Duncan, qui a appris à passer petit à petit vers un rôle de, je te dis même Ginobili, de grand frère, d'essayer d'apporter cette exigence, puis cette culture aussi d'accueillir les mecs et de continuer à avoir l'histoire, d'expliquer l'histoire, d'expliquer aux nouveaux arrivants à quel point l'Asvel c'est un club mythique en France, ceux qui viennent de l'étranger qui se rendent pas compte forcément.
Et oui, de récompenser des gens qui ont envie d'être là et de faire grandir l'organisation en général, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Donc oui, vraiment, c'est un truc, par exemple, qui est que les Espagnols font très bien. Et ça me ravit qu'à l'Asvel, on prenne cette tournure. Pas seulement pour moi et ma situation, mais pour un mec comme David Laïti avec tout ce qu'il a fait, et d'autres joueurs, j'espère, qui, s'ils ont envie de rester sur le club à long terme, ils savent que de faire les efforts pour le club sur le long terme, ça sera à un moment donné récompensé. Je trouve dans le sport business dans lequel on est entré, c'est quand même bien de continuer à avoir certaines valeurs comme ça, de garder des gens de la maison qui sont prêts à défendre les valeurs et les couleurs d'un club coûte que coûte. Il y a un truc qui m'a sauté aux yeux quand tu es revenu à l'Asvel, pour la dernière fois, pour le coup, en provenance de National 1, de 3e division en Espagne. Ouais. C'est ton style de jeu. Nous, on t'a connu, tu étais un scoreur féroce. On reviendra sur tes années INSEP et sur cette génération 89-88, c'est des débats qu'on adore. Mais je t'ai vu revenir, où tu mettais encore plus de 20 points en 3e div espagnol. Et là, je t'ai découvert comme un playmaker, bon défenseur. Plus all around. Ouais, plus all around, exactement. Alors attention, ça, j'ai toujours souffert de ça. Et d'ailleurs, ça m'a frustré. Du côté, sur la défense. J'ai jamais été un mauvais défenseur. T'as jamais été un bon défenseur non plus. Oui, on regardait tout le temps. Non, mais c'est que la demande physique, au bout d'un moment, des fois, quand t'as tous les ballons, tu vas pas te cacher, mais tu fais l'impasse sur certains trucs où tu vas pas forcément défendre les meilleurs joueurs. Mais par exemple, quand je suis allé à Barcelone, la seule raison pour laquelle j'ai eu du temps de jeu quand je suis revenu de Chine dans le système de PSG, c'était parce que j'étais le défenseur de l'équipe. Donc, je l'ai eu fait sur ma carrière en équipe de France pour avoir, par exemple, quand on est allé au championnat d'Europe en Finlande, ça aussi, je voulais montrer que je pouvais gagner des minutes. Et ça s'est vu. Sur le plan défensif. Donc, quand il y avait des missions défensives qu'on voulait bien me donner, je les ai prises. Après, si tu me dis mes 20 points défends pas, moi, ça me va bien aussi. C'est à moi à faire. Mais j'ai jamais été réticent. Et pour moi, c'était aussi une évaluation de dire j'ai pas envie d'être un joueur connu pour être seulement unidimensionnel que d'un côté du terrain et de faire que d'attaquer sans avoir ce côté au moins d'être compétiteur dans l'aspect je vais stopper mon gars ou je vais pas être un frein pour la bonne défense de l'équipe. Ouf. T'inquiète. C'est l'émotion de ta défense. Mais alors, parlons de l'attaque. Et après, en revenant, ça a été très clair. C'est le rôle qu'on m'avait proposé pour avoir une chance, comme je revenais d'une division bien inférieure. On m'a pas dit ouais tu vas revenir pour être le même joueur dans le dispositif de TJ, parce que c'est TJ qui m'a fait revenir à l'Asvel, TJ Parker, en me disant écoute, moi je peux faire revenir, je sais comment tu vas travailler et tout parce que je te connais personnellement, mais tu vas pas être mon attaquant référent, ni le deuxième ni le troisième. Si tu veux gagner des minutes, ça sera passé par me montrer que tu es prêt à faire des missions défensives, à montrer que peu importe ce que je te donne, tu es prêt à jouer, etc. Moi, si c'est le deal au début, il n'y a pas de problème. Mais tu t'attendais à avoir cette chance de retrouver le très haut niveau, parce que tu vas retrouver l'Asvel et l'Euroleague, quelque part, alors que tu étais en 3e div espagnol. Tu passes par Nanterre aussi, non? Tu passes par Nanterre, qui te garde pas d'ailleurs, hein, Nanterre. Ouais. Tu vas remplacer Bastien Pinault. Ouais. Alors, très honnêtement, la pige justement en Espagne, l'année où j'ai passé, parce que j'ai commencé l'année à Nanterre, et après je voulais voir si j'avais toujours envie de revenir au haut niveau, si j'avais toujours envie de... Parce que les matchs, c'est cool. Les matchs, c'est c'est la partie de l'iceberg qu'on voit. Mais c'est tout ce qu'il y a avant. Est-ce que j'ai encore envie de le faire? Est-ce que j'ai encore envie de m'entraîner dur? Est-ce que j'ai encore envie que ça fasse mal, en revenant de blessure, parce que je m'étais fait coup sur coup, donc opéré 2 fois du poignet droit, et après une désinsertion complète de l'ischio droit. Donc pendant 2 ans et demi à peu près, en fait, c'était que galère, c'était que de la rééduque. En plus, c'est tombé au moment du Covid. Donc non seulement je faisais la rééduque, mais complètement tout seul. Je voyais jamais les coéquipiers parce qu'il fallait avoir le moins de contact possible. Donc c'était que les parties qui étaient chiantes du basket, que j'avais plus, où tu prends pas de plaisir du tout. Et je voulais un peu me rendre compte si
t'aimes ça toujours quand il y a peu d'argent, que tu fais des matchs dans des salles qui sont soit à moitié vides, enfin à moitié vides ou à moitié pleines comme tu veux le voir, en prenant des minibus, etc. Est-ce que ça te plaît toujours autant? Ça voudrait dire que tu as envie de continuer à éventuellement revoir du haut niveau, éventuellement te battre pour retrouver des salles comme la Stark Arena et Panathinaikos. Mais avant tout ça, est-ce que j'ai envie que ça fasse mal à l'entraînement ou j'ai envie de faire complètement autre chose? Finalement, la réponse était oui, t'avais encore envie. Ah ouais. Et puis tu sais, quand tu redescends dans les niveaux, il n'y a que ça en fait. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas d'argent, il n'y a que l'amour du basket. Je te dirais même que les mecs qui jouent à ce niveau-là, ils aiment plus le basket des fois que certains professionnels. Sur les discours, ça va pas tout, en tout cas, t'as raison. Hein, parce que il n'y a que ça, il n'y a que la passion de vouloir venir jouer avec les copains, machin, c'est pas ton métier. Tu vas, des fois tu sors d'une journée de taf, est-ce que j'ai envie d'aller m'entraîner? Donc tu vois, en plus, moi, j'avais des objectifs différents que certains joueurs qui étaient là-bas aussi, parce que eux, voilà, c'était pas du tout. Eux, ils se disaient pas, je vais retourner en première division, je vais rejouer l'Euroleague, ou je vais jouer l'Euroleague que j'ai jamais connu. Et des fois, ils me prenaient un peu pour un ouf, tu sais. En gros, t'es en 3ème division à Menorca, tu nous parles de, je regarde les matchs, putain, je vais revenir là. Bon, calme-toi quand même. Calme-toi, c'est loin quand même. Il y a du chemin. Il y a du chemin. Et après, c'est aussi un concours de circonstances dans le sens où, encore une fois, l'Asvel m'a redonné une chance au moins de me remettre en situation où tu peux avoir des ambitions, quoi. Donc, encore une fois, merci à la maison. Merci à TJ. Ça aussi, je l'oublie pas, parce que même si lui, sur cette saison-là, ça s'est pas passé, c'est quand même grâce à lui que je suis revenu à Lasvel, parce que c'était pas l'idée de Tony à la base, c'était l'idée de TJ qui a voulu que je revienne et avec il pensait qu'on allait pouvoir bien retravailler, et effectivement, ça s'est très bien passé. Les moments où il était là, et après quand il est parti aussi, avec que ce soit Podzeko ou Pierrick sur cette année-là, et où j'ai vraiment retrouvé du plaisir à rejouer au basket, donc en plus à la maison, donc c'était génial, mais voilà, mais je regrette pas du tout cette étape de Menorca, parce que t'as kiffé en fait. De toute façon, on peut le dire aussi, évidemment t'es français bien sûr, mais enfin franco-américain. Mais l'Espagne, c'est ta terre d'accueil, c'est la ville que tu te sens le mieux. Pour jouer au basket ou pour le reste. Ouais, après, c'est la maison pour l'été, il l'a pas acheté en France, je t'ai dit direct. J'ai hésité, entre Dreux et Malaga, le mec. Entre Dreux, il y a Gershon, il va venir et on va pas ton tort, il est déjà passé, tant pis pour lui. Il a acheté une maison à Dreux? Non, il a grandi à Dreux, c'est déjà assez. Il a souffert à Dreux, il a souffert. Non, mais en plus, c'est fou parce que tu vois, même avec l'équipe de France, j'ai eu le seul résultat avec l'équipe de France que j'ai eu chez les seniors, c'est la médaille de bronze au championnat du monde à Madrid, tu vois, où j'ai commencé donc tu vois, l'Espagne, ça a été toujours, après à Madrid, j'ai connu avec que ce soit Barcelone, Malaga et les Estudiantes, des trucs, que ce soit collectif, individuel ou même la vie, parce que Barcelone, ça a été vraiment l'apprentissage du très haut niveau, avec que des stars, avec des mecs que je regardais à la télé, avec qui je rêvais de jouer ou de partager un vestiaire ou même de jouer contre eux. Après Malaga, ça a été vraiment waouh, l'Espagne, c'est pour moi pour vivre, même si la saison ça a été plus compliqué. Et Madrid, ça a été un mix parfait des deux, où la vie c'était incroyable, même un peu trop des fois. C'est-à-dire, tu peux nous expliquer un peu la vie incroyable? Parce qu'on est quand même à un moment où Kylian Mbappé, en interview, a dit « Je suis vachement mieux à Madrid, en Espagne, parce qu'on me laisse tranquille, que tout le monde est... » Disons que l'état d'esprit en Espagne est un peu différent de la France. Alors je te sens dire que tu es Kylian, bien sûr, mais ah non, pas du tout. Et moi, c'est pas le côté laisser tranquille, c'est le côté... en fait, c'est laisser tranquille. Tant que tu performes, si tu veux, on te laisse tranquille. Ta vie à côté, que tu sortes pas, comme ils aiment la vie. Et ceux qui ont été à Madrid à cette époque, qui sortaient un peu, ont dû me voir souvent. T'étais un peu dans la nightlife.
Ah ouais, c'était abusé. Ah ouais, c'était abusé. Ça veut dire quoi, abusé? Attends, avec 3 matchs par semaine, ça veut dire quoi? Pas estudiantes. Avec un match par semaine, donc du coup... Ouais, tu vois, t'as ouvert les yeux grands, là. Non, un match par semaine. C'est vrai que, tu vois, et c'est fou, parce que des fois, quand les gens ils me disent ouais, mais ce mec, par exemple, il kiffe trop la vie. Moi, je l'ai vu dans ma carrière. Quand je suis pas heureux en dehors du terrain ou que j'ai pas ce... Je suis bien moins bon. Et tu vois, l'année où je mettais carton sur carton sur carton, le seul jour où je sortais pas, c'était la veille du match. Ah, on était sur un 6 sur 7. Et allez, 5 sur 7, c'est déjà pas mal. Toute l'année. Peut-être le lundi où je sortais pas et la veille du match. Sinon, tous les autres jours, et en plus, on s'entraînait à 7h avec mon coach. Bah, comment tu faisais alors? Attends, c'était quoi ton rythme de vie là? J'allais préparer pour sortir à l'entraînement. J'arrivais, je faisais mon workout individuel 1h30 avant. On s'entraînait. J'avais déjà une résa quelque part. J'allais directement après l'entraînement. Je rentrais à pas d'heure. Après, ce qui aide, c'est que moi, je bois pas. Ah oui, en soirée. Enfin, c'est bien de le préciser. Je peux boire, mais tu vois, quand je vais sortir pas mal, quoi. Comme ça. Oui. Donc le lendemain, je me lève. Sergio Llull, par exemple. Bah, tu vois, Sergio, à cette époque-là, on est devenus potes parce qu'on se voyait tout le temps. Mais pas sur les terrains de basket, on se voyait tout le temps à Madrid. Et lui, c'est pareil, il performait comme jamais. Alors lui, par contre, c'était un animal parce qu'il jouait 3 fois par semaine. Oui. Mais il paraît que Sergio Llull, c'est un animal de la night. C'est un animal de la night. Je vous le confirme. Il est peut-être plus fort à côté basket que... C'est dire à quel point le gars est très très fort alors. Ah ouais. C'est très très fort. Chez chapeau bas, monsieur Llull. T'as croisé qui un peu dans la night à Madrid? Des joueurs de foot, Franchement, un peu de tout le monde. Hein. Un peu de tout le monde. Après, tu sais, les joueurs de foot, comme ils sont beaucoup plus... C'était beaucoup plus joueurs de basket, surtout à Madrid. À l'époque, il y avait Estudiantes, donc il y avait Madrid, et il y avait Fuenlabrada, qui est en première division, qui avait encore une équipe de bon niveau. Tu joues le dimanche à 12h30, le dimanche à 3h, tout le monde à l'endroit, machin et tout. Et après, ça sort. Donc, tu voyais, franchement, tout le monde, tous les mecs qui étaient dans ces équipes-là, tu les voyais tout le temps. Mais c'est vrai que, ouais, c'était mon rythme. Je sortais. Et c'est. Après, par contre, j'étais le premier à la salle. C'est ça qu'il faut dire. Mais bien sûr, précise, t'as raison. Pas d'alcool. Et tu bosses plus que les autres. J'étais le premier à la salle. Ouais. Et ça, je pense que c'est. Alors peut-être j'aurais été encore meilleur si je sortais pas, ça je peux pas te dire. C'est la fameuse théorie Ronaldinho, ça. Cette année avec Estudiantes, tu finis le meilleur scoreur du championnat. T'es le seul Français à avoir fait ça quand même, à finir meilleur scoreur espagnol. Et il y a des Français qui sont passés en Espagne. Timothée maintenant. Timothée, il y a une semaine ou deux. Je lui ai envoyé un message justement, bienvenue au club. Voilà. Donc, est-ce que Timothée est autant dans la night que toi du coup? Non. Pas du... Il est posé. Non, ouais, c'est un gars tranquille. Après, je l'ai pas connu. Il va détruire la réputation du mec. Non, en fait, Timothée, on le connaît, c'est le frérot, mais surtout que quand tu joues à Basconia, tu peux pas sortir autant, je te dis. Ouais. Non. L'enfer de la vie, quoi. C'est pas la même chose, c'est pas Madrid. Mais après, moi, j'étais beaucoup plus jeune. Maintenant, je fais plus ça. Mais quand j'étais à Madrid, c'est aussi, je te dis, je jouais une fois par semaine, c'était propice. Et ouais, d'être toujours le premier honneur salle. Mais après, je te dis, la théorie Ronaldinho, moi, je pense que... Sous les Diawara aussi. Hein. Tu vois, par exemple, j'étais misérable en Chine. Misérable. Parce que t'étais sous couveuse, tu pouvais rien faire. Non, mais il y a rien à faire, de toute façon. Ouais. Il est sorti, c'est 10 mecs dans une pièce qui font un karaoké avec un nuage de fumée de cigarettes. Ouais. Genre, très peu pour moi. Alors, donc, je sortais jamais, personne parle anglais. Ouais, j'étais entre 4 murs dans une chambre d'hôtel. Raconte-nous un peu cette expérience en Chine. Tu signes un beau contrat là-bas. Tu signes magnifique. 1,2 million? Ouais, en gros. 1 million 350. Voilà, bon, on n'était pas là. Tu vas dans ce championnat qu'on commence un peu à découvrir, notamment dans les chiffres, hein, parce qu'on voit peu de matchs. C'est comment alors du coup d'aller jouer en Chine? Après, je pense que l'expérience, elle est très différente pour tout le monde, dans le sens où ça dépend beaucoup de où t'es. T'étais où toi, à Guangdong là ça? Ouais. Donc déjà c'est pas Shanghai, tu vois, c'est pas des grandes villes où il va y avoir beaucoup enfin c'est des grandes villes, il y a énormément de gens, mais c'est pas des villes internationales qui vont abriter beaucoup d'expats où tu peux un peu, quand t'as besoin, retourner à la maison. Et
moi, j'ai aucun problème à me fondre dans les cultures. Par exemple, je parle très bien espagnol maintenant. Même quand je suis allé au Monténégro, ça s'est hyper bien passé. Je garde encore des super contacts avec ceux avec qui j'ai joué là-bas. Mais c'est vrai que la Chine, c'est aux antipodes de notre société ici. Donc, c'était un peu difficile de trouver ma place, tu vois, en tant qu'autre chose que basketteur. Et moi, j'adore, mais quand j'ai que ça à faire, ça me pète le tu y allais tout seul? Ouais, et c'est ça aussi le truc. Voilà. Tu vois, à l'époque, donc les mecs qui vont là-bas, des fois, quand t'es en couple, t'as un couple solide, t'y vas, ou t'emmènes quelqu'un, mais sinon, c'est vrai que t'es extrêmement... Et l'autre américain que j'avais, qui est canadien, Andrew Nicholson, super mec avec qui j'ai hyper bien sympathisé d'ailleurs, mais il est venu avec sa femme. Donc lui, il était souvent avec sa femme, il faisait des trucs à deux et tout. Mais c'est vrai que la solitude, tu la sens. Et moi, je suis pas un mec qui aime la solitude choisie, tu vois. Mais j'aime bien être avec mes amis, j'aime bien partager des choses avec les gens. Et c'est vrai qu'en Chine, c'est... Avec 1,350 millions, t'aurais pu peut-être dire à tes gars de venir tout le temps, leur donner un salaire. Hein. Alors clairement, c'est pour ça que j'y suis allé. Franchement, je mentis à personne. J'ai eu ce que je voulais. Au final, après, j'ai même pas fini la saison. C'est ça, ils t'ont coupé. Alors le contrat, il était garanti. T'as pris tout ton oseille quand même? Tout. Ah ouais, c'est là les Chinois, parce que notre ami Kenny Grant, il est allé faire assistant coach là-bas, et il me dit, il coupe les mecs, mais il file tout le contrat. Ah ouais. Là, il n'y a pas de prud'homme là-bas. Mais tu sais qu'en plus, tu sais... Pas besoin. C'est marrant parce que... donc, on avait Yi Jilian, la star chinoise. Qui a joué les Cavs. Nets. Mais en fait, par exemple, je devais tourner à, je sais pas, presque 18 points ou un truc 16,4, j'ai regardé. 16,4. Mais en fait, c'est comme si on avait 3 étrangers, parce qu'il faut savoir qu'en Chine, en fait, tu peux pas avoir tes 2 étrangers, enfin moi en tout cas quand j'ai joué. En même temps sur le terrain. Sur le terrain, dans le premier et le 4e carton, ok? Donc, comme Yi Jilian, il représentait comme un joueur expatrié, parce que normalement les Chinois ils sont moins forts, mais lui il est hyper fort, il dominait le championnat. En fait, il y avait des situations où il choisissait de jouer avec 2 bigs. Et en fait, moi, je jouais pas tant que ça par rapport aux autres expats qui, eux, jouaient tout le match pratiquement. Parce que il y en avait qu'un des 2 qui sortait. Moi, j'étais l'expat qui jouait pas avec l'autre en premier et 4e carton. Donc forcément. Et après, en fait, ils ont voulu signer un mec qui était aux Lakers, Maurice. Bref. Et moi, ça m'allait très bien parce que Barcelone, ils voulaient me faire revenir. Je suis allé 2 semaines plus tard, j'ai gagné la Copa del Rey avec Barcelone. Donc, et il y avait Thomas, Kevin, Adrien. C'est là où Thomas est MVP de la Copa del Rey, exactement. Donc, kiff total. Prime direct en arrivant. J'ai retrouvé tous mes gars là-bas. Ça m'a pas dérangé. Ça reste un bon souvenir. L'instant sur place était compliqué, mais finalement, c'est bien terminé, quoi. On va dire. Ouais, et puis je regrette pas du tout parce que j'ai vu des trucs. C'est quoi le truc le plus fou que t'as vu là-bas? Choisi parce que... Alors, ce côté... Il n'y a pas de distance. T'es au Starbucks, le mec derrière toi, il souffle dans ta nuque. Et si tu laisses de la place entre quelqu'un devant toi, il vient, il coupe, il pense que t'es pas dans la queue. Ok. Tu vois? Si tu te bats pas pour descendre de l'ascenseur, tu descends jamais. Hein. Les gens... te laissent pas passer, Tu vois, nous, par exemple... Bien sûr. Tu sors. T'attends, ou tu sors, par exemple, si c'est ce truc. Les gens, ils vont être le nez devant. Déjà, il y a 25 personnes qui veulent rentrer dans l'ascenseur, ils vont être le nez devant. Mais si à ton étage, t'es pas prêt, tu regardes, et tu cours pour sortir, il y a un amas de personnes qui rentrent, qui étaient poussées au fond de l'ascenseur. C'est... Ouais, ce côté... t'es fondu dans la masse, quoi. Et puis, dans le sud, ils faisaient... Je sais pas, moi, j'ai vu des trucs au niveau de... Genre, ils prennent les bébés et il y en a, ils ont pas de couche. Ils font caca dans la rue, genre. Et je suis sûr que tous les mecs qui ont joué en Chine, ils vont te donner cette expérience. Soit ils crachent partout, tout le temps, mais genre une dinguerie. Surtout quand tu vas dans les petits villages et tout, c'est exagéré.
Et je te dis, ce truc, dans le sud, donc ils prennent les nourrissons, ils collent le dos, ils lèvent les jambes et ils font dans la rue. C'est l'une des pires ou meilleures anecdotes que j'ai jamais entendues dans les entretiens qu'on fait depuis 10 ans. C'est pour ça qu'on les fait. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Est-ce que raconte-nous quand même un truc positif sur la Chine et les Chinois. Qu'est-ce que tu as retenu de tout ça pour le coup, tu vois, de plus positif que cette terrible anecdote? Quoi? C'est pas partout. Ce que je veux dire, oui, c'est que tout le monde qui va en Chine va te parler. C'est connu. C'est comme quand tu vas en Inde, il y a des côtés positifs et négatifs. L'hygiène en Chine, ils sont tellement que c'est difficile de aussi. Mais après, je les ai trouvés, moi, tous mes coéquipiers, super sympas, curieux. Tu m'étonnes. Tu sens qu'ils sont un peu coupés du monde extérieur, mais quand il y a quelqu'un qui hyper... par exemple, les gens me demandent, oui, il y a des gens qui sont venus effectivement toucher mes cheveux, etc. Mais tu vois, j'ai senti beaucoup plus de curiosité que quelque chose qu'ils avaient. Exactement. Tu vois, que un truc, tu vois, soit de la discrimination, soit de quelque chose de négatif. Non, c'était vraiment... accueillant, le club de Guangdong, les infrastructures, c'était de la folie, tout était mis à disposition, tout est... après, ils ont énormément de moyens, des super salles. Moi, je m'attendais à ce que l'organisation en elle-même de la ligue, ça soit catastrophique. Mais en fait, c'était ça, à ce niveau-là, top niveau. Par rapport à la France, t'es vraiment au-dessus, par exemple, si on compare. Est-ce que tu as pu connaître, ou même à l'Espagne, si tu veux, hein. Après, j'aime bien comparer par rapport aux moyens. Oui, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Eux, les moyens qu'ils ont et ce qu'ils mettent en place, d'un côté, tu te dirais, avec tous les moyens que tu as, pas assez normal, mais c'est vrai que tu fais l'effort. En France, je trouve qu'on fait beaucoup avec peu, des fois. Tu vois, dans le sens où il y a beaucoup de clubs qui arrivent à faire des trucs vraiment sympas et qui arrivent à se développer avec pas des budgets de fou, pas qui, tu vois, même en bricolant, on est beaucoup plus débrouillard. En Chine, ils ont besoin d'avoir. S'ils n'ont pas de moyens, personne n'ira là-bas de toute façon. Personne ne va là-bas. Donc, mais et puis vachement de, tu vois, j'avais sympathisé avec Aaron Jackson qui était là-bas. Je trouvais tu vois, tout ce côté, tous les joueurs qui sont expatriés, qui viennent là-bas et tout, ils sont beaucoup plus proches les uns des autres. Souvent, tu vas aller manger, tiens, je connais un truc après le match si tu veux, parce que tout le monde sait que t'es un peu tout seul, tu vois, chacun partage son expérience. Mais si c'était à refaire, je le referais, par contre. Tu vois, j'ai vu des trucs de ouf et je suis content de mettre... d'être allé dans un pays. Au moins, j'ai vu de mes yeux, tu vois, comment c'est. Okay. Et il y a des côtés qui m'ont plu, il y a des côtés qui m'ont moins plu, cette solitude et tout. Mais si c'était à refaire, je referais tout pareil. Tu as beaucoup voyagé dans ta carrière, on l'a dit, avec la Chine notamment. Tu t'es éclaté aussi, on le sent. Il y a un truc dans ta carrière, j'imagine que c'est un regret, parce que tu es un jeune prospect depuis le début, on te connaît depuis l'INSEP. C'est la NBA. C'est la NBA. Parle-nous un petit peu de ton rapport à la NBA. Je ne sais plus si tu t'inscris à la draft ou pas. Je sais que tu fais une Summer League avec les Celtics aussi sous tes années à Asvel, mais finalement, tu vas jamais le vivre, ce rêve de la NBA. Alors, par contre, pour le mot regret, j'ai pas de regret dans le sens où je ne pense pas que avec le travail que je fournissais, j'aurais pu faire plus, ou au moment où j'étais dans mes meilleures années, je pouvais, avec mon corps, avec mes habilités physiques, guère faire plus. Si j'y ai pas été, c'est que... C'était pas pour toi. C'est pas comme si... tu dis c'est un gâchis, vas-y, il travaille jamais et puis il est pas devenu je pense que je suis devenu à un moment donné le meilleur joueur que je pouvais, avec mes attributs physiques, avec tout ce que j'avais, le meilleur joueur techniquement que je pouvais devenir, et la NBA elle a pas frappé à ma porte comme au final plein d'autres mecs. Et après je pense que aussi dans ce côté de génération, je suis né un peu trop tôt, dans le sens où à mon époque en NBA,
tu pouvais pas être un 2 d'1m90. Ça n'existait pas. Les premiers qui ont un peu révolutionné, tu vois, vers... Moi, quand j'avais 25, 26 ans, les Ben Gordon à Chicago, machin, ça a commencé. Maintenant, tu joues avec 3 arrières tu vois, et même les 1, c'est plus vraiment des 1. Mais moi, on me disait tout le temps, ouais, mais tu vois, par exemple, on a Coupe Summit, ils m'ont dit, ouais, mais tu vois, j'ai joué 1, pas joué 2. Ouais, distribue la balle, fais machin, truc, tu peux pas jouer 2 en faisant 1m90 en NBA, ça n'existe pas, on te donnera pas ta chance sur ça. Donc, si tu veux, c'était un peu, peut-être 10 ans plus tard, et aussi la hype fallait pas se tromper quand tu draftais un Européen à cette époque-là. Il y avait beaucoup moins Aujourd'hui, je pense que si un Français qui finit meilleur score de la Ligue, comme tu l'as fini avec Lasvel, il est drafté quoi qu'il arrive. Il est top 10 maintenant, aujourd'hui. Dans tes années de draft, parce que... Bien sûr, tu vois, parce que j'étais jeune quand j'ai fini meilleur marqueur, j'avais 22 ans en championnat de France. Donc, c'était... Non, d'ailleurs, c'était pas mon année de draft, c'était l'année juste après. Juste après. Ouais, l'année d'avant, tu quoi, t'es à 16? Non, parce que... Avec Pierre Vincent, c'est pas ça? Non. L'année... Je suis avec Vincent Collet, qui part en cours d'année. Nordin Grib reprend. Ok. Mais je joue pas trop cette année. Mais j'ai un match référence où je mets 30 points en match d'appui contre Chalon. Et en fait, je joue au playoff où je tourne à 15 points de moyenne. Mais c'est un peu trop tard. Et c'est l'année d'après, avec Pierre Vincent, où j'explose vraiment. Où je suis pas meilleur marqueur, je suis MVP. Et la saison d'après, je suis meilleur marqueur. Non, j'avais 24 à l'époque parce que c'était la première année où je finis meilleur marqueur. L'année d'après, je pars à Barcelone. Donc ouais, c'est ça, j'avais 24. Mais ouais, j'aime pas refaire l'histoire et j'aime pas non plus... Il y a des mecs qui vont... Moi, je préfère avoir connu les sensations que j'ai eues parce que moi, ça m'aurait pas plu avec la charge de travail que je me mettais. Peu importe le niveau, moi, je veux mettre des buckets. Je veux pas aller là-bas et je suis assis sur le banc et je regarde les autres jouer. Même si c'est pour m'appeler joueur NBA, tout ce que tu veux et tout. Je m'en fous. J'ai pas ce besoin ou aller dire aux gens, ouais, moi, j'ai joué en NBA ou je sais pas. Je m'en fous. Ma carrière, je l'ai faite pour moi. J'ai fait les choix que moi, je voulais faire sans qu'on puisse me dire, ouais, c'est un mauvais choix ou t'aurais dû faire ci ou t'aurais dû faire ça. Tout était... si tu veux assumer, et je préfère 10 fois avoir vécu ce que j'ai vécu en NBA, en Europe, que peut-être faire une carrière hyper moyenne en NBA et être un joueur, si tu veux, anecdotique, tu vois. Des mecs tu vois, des Français qui ont eu des carrières impactantes avec tous les mecs qui sont allés en NBA. Au final, il n'y en a pas beaucoup. Je pense il va y avoir Evan qui a été récemment champion en Euroleague, Nico, Rudy, Boris, Tony, Mike Pietrus, ouais. Et Yann, malgré tout. Ouais. Yann, sur la deuxième partie de carrière, quand même, il s'installe. Il a un vrai rôle dans des rotations, mais tu vois, ça fait un moment. Oui, tu repars sur des... Non, bien sûr. Tu sais, c'est dur. Tu vois, on est très proche de Kevin Séraphin, tu vois, avec qui on parle. Kevin, il s'est jamais installé finalement en NBA, alors que c'est un talent. Lui aussi, il aime mettre des buckets. Hein. Après, je pense que Kevin, c'est... Tu vois, parce que même quand il est revenu en Europe, il avait déjà eu des petits problèmes avec c'est pas ni son talent, ni la qualité de joueur. C'est son corps qui l'a un peu lâché au niveau de ses genoux. C'est pour ça qu'il faut tout à un moment donné. Même faut que tout soit tôt dans sa carrière. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense pas que Kevin, ça aurait été un vrai joueur de rotation. Genre, je pense qu'il aurait pu faire du Néné en NBA. Tu vois? Je pense qu'il aurait pu, que ce soit sa force physique, moi je le connais depuis qu'il est en moins de 20, il avait un vrai talent, même on l'a vu. Quand il était bien, tu sais qu'il faisait des entraînements contre Ante Tomic. C'était abusé des fois. Il prenait la balle. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Ante Tomic, c'est un grand pivot de 2,12, même 2,15. Croate fin, qui n'aime pas trop la maillotche. Grand talent d'attaque, mais court sur Kevin pas rigolo. Il mettait des pads sur son plexus. Des petits pads en espèce de silicone. Parce que Kevin, dans le poste, coup d'épaule. Il rigolait, petit hook. Comme ça. Je
te jure, tu On connaît bien notre Kevin là-dessus. Tu sais qu'on a joué contre lui, nous. Il nous a détruit. Et tu vois son petit rictus qui trop facile. Il le faisait à l'entraînement tout le temps en rigolant comme ça. Dunk. Des fois, quand ses genoux ils allaient bien, il était inarrêtable. Franchement, c'est un grand talent. Offensivement, il a des vraies mains. En plus, quand tu commences à mettre ses hooks, il faisait ça à une main. Hop, il mettait des petits tirs en rigolant. C'était un vrai talent. Pour revenir sur la NBA, on a un an d'écart, toi et moi, Edwin, et on est la génération juste après que Tipeee soit allé en NBA, et donc on nous disait tout le temps, en fait, vous les prochains, vous allez en NBA. Moi, j'ai un souvenir de toi, donc quand tu étais à l'INSEP, moi j'étais au Pôle Espoir, et je pense qu'on se l'a raconté un petit peu, on avait 13-14 ans, on pensait qu'on était roi du monde, et donc nos entraîneurs, que je salue bien sûr, les entraîneurs du Pôle, dont Eric Goffy qui était venu il y a quelques jours ici même, ils se sont dit, on va faire affronter vous là, les mecs en U15, face à la génération dorée de l'INSEP. Là c'était que les 89, il n'y avait pas les 88. Okay. Et donc on joue contre vous. Je pense que ce match, on l'a perdu 100-20. Sans déconner, hein. 100-20 avec Antoine. 100-20, littéralement. C'était quand ça? C'était, là on est en c'était la première année à l'INSEP pour toi, donc il y avait Antoine, Dio, bref, vous étiez tous là. Voilà. Oui. Et je me souviens être dans le vestiaire après avec toi, et t'as cette phrase, à un moment tu dis, mais vous là les gars, en fait, vous mangez quoi là? Vous êtes des présus. Je fais, Edwin, t'as des abdos comme as, gros. On a un an d'écart, tu mets des moulins. Frérot, tu penses qu'à la NBA, arrête de me raconter tes histoires. Donc ta grande gueule était déjà présente. Et ouais. Mais à l'époque, on parlait que de NBA en fait. Et moi, je me souviens qu'on disait, mais vous tous là, Antoine Dio, il est plus fort que Tony Parker au même âge. Edwin Jackson, c'est un talent incroyable. Il va aller en NBA. Donc quand je t'entends dire, j'ai pas de regrets, je me disais, mais en fait, ton chemin, c'était d'y aller à un moment donné. Tu vois, dans l'état d'esprit dans lequel on était il y a 20 ans, c'était ça. Oui, mais si. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses, des fois, qui sont hors de ton contrôle. Quand tu dis regret, tu penses à ta personne en te disant, ouais, est-ce que j'ai tout fait pour? Est-ce que j'aurais pas dû faire ça? Est-ce que j'aurais pas dû faire ça? Au final... Toi, t'as tout fait pour essayer d'y aller. Tu sais, genre, les ligues professionnelles pratiquement dans lesquelles j'ai joué, dans la fenêtre où je pouvais aller en NBA, toutes, je les ai dominées. Je suis sorti de l'INSEP, j'étais meilleur marqueur, je venais de battre le record de Tony. Après, en championnat de France, j'ai été à l'époque MVP français et meilleur marqueur. Sur moi, en tout cas, sur mon profil de joueur scoreur, je me disais, mon évaluation, je peux difficilement faire mieux. Je vais en Espagne, pareil. Au bout d'un moment, je finis meilleur marqueur. D'ailleurs, j'ai reçu à ce moment-là. Je fais entre la Chine, on me proposait, pas des two-way, mais non-guarantee, machin et tout. Et peut-être, j'aurais pu, tu vois, on me proposait un gros chèque sûr. Et peut-être, le seul regret que j'aurais pu avoir, c'est, crois en ton étoile, va aux États-Unis et tout. Mais par rapport à ça, la Summer League, ça m'a un peu dégoûté. Parce que c'est là où je me suis rendu compte un peu qu'il y avait un côté business dans lequel tu peux pas échapper et que des fois, gros, t'as pas le gros contrat ou t'es le mec... Peut-être ça va se passer, mais tu vas pas jouer, tu es là pour finir l'effectif et tu vas faire un aller-retour autant que je reste là. Et j'avais pas vraiment cette illusion de me dire si quelqu'un il te veut vraiment, il te fait une place dans l'effectif. Quand il te dit tu vas avoir un contrat non-guarantee, t'es 15e. Ouais, tu peux être là. On les connaît ces discours et ça marche pas que dans le basket, si tu vois ce que je veux dire. Exactement. et tu peux être le mec qui... Tu peux être l'exception qui confirme la règle, mais la plupart du temps, les mecs qui sont 14, 15e, t'applaudis les mecs toute l'année, t'es bien, t'as vu mais ce que c'était. T'es été à la NBA, tu fais le chemin inverse. Mais t'as pas frustré, il y a pas des moments où tu te dis putain, mais là je sens que j'ai le niveau et finalement la porte s'ouvre pas? Ouais, après, dans mon profil de joueur, pour moi, je pense pas que j'avais le niveau. Dans le sens où... Ça, tu disais ça à l'époque ou c'est avec le recul que tu dis ça? Parce que tu vois, oui t'as raison, mais j'entends un gars hyper... tu vois, c'est logique ce que tu dis. Mais quand t'es dedans, là, en 2015, 2017, tout ça, là, qu'est-ce que... Tu vois, ça te tire pas, ça te drive pas? Mais tu sais qu'en plus, je te jure que c'est vrai, et je disais la même chose de l'équipe de France. J'ai jamais travaillé en me disant, je travaille pour la NBA ou je travaille pour un truc. Je vais devenir le meilleur possible, et s'il y a une porte qui s'ouvre, je rentrais dedans. Mais de se dire, je veux pour la NBA, c'est pas toi qui va décider de toute façon. Tu peux essayer de dire, je travaille pour. De toute façon, c'est pas toi qui va te donner un contrat. Donc, je vais travailler le plus possible. Et après, on verra si quelqu'un m'ouvre une porte. Après,
quand j'étais dans ce truc-là, c'était oui, bien sûr que je croyais en moi, que je disais je peux jouer en NBA. Et de toute façon, on en parlait tout à l'heure, c'est un peu le basket contextuel, dans le sens où si j'étais allé dans une équipe où le coach il me dit moi je crois en toi de fou, t'es ma star et je te laisse un peu faire ce que tu veux, peut-être que j'aurais commencé à mettre des buckets et qu'au final je me serais installé en NBA, qui sait. Mais ouais, là, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé, c'est pas arrivé, tu vois. J'aimerais que de la NBA, on revienne à l'INSEP et aux équipes de France jeunes aussi, avant d'ouvrir le... Quel kiff. Ah ouais. Mais même pour nous, hein. Déjà. Est-ce que c'est la meilleure génération de l'INSEP? 88, 89, bien sûr. 89. On peut faire du name dropping si vous voulez, hein. Vous avez quand même 2-3 ans. Alors, à l'époque... C'est pas la meilleure génération de l'INSEP, c'est la meilleure génération du basket. Voilà ce que je veux entendre. 82, 83 commence par me chauffer. Et les 92 quand même, on peut les citer. Dans le max talent, ok. Et nombre en plus. Dans le max talent. À l'INSEP ou en équipe de France jeune? En équipe de France jeune. Ok, vas-y. Dans le max talent, je te donne 82, 83, c'est Tony Boris. Ouais. Oui, Mike Pietrus. Mike. Ouais. Yakuba. Ouais. Yakuba Watt. Diawara, ok. 4 joueurs. Ronny Turiaf. Ok. C'est déjà pas mal, on a un sac majeur. Il y a Guillaume Yango, mais bon, on descend un peu en gamme, même s'il dominait. Après, t'as tous les Guillaume Zazak, David Frappro, mais bon, ça, c'est un peu plus... T'as 5 joueurs NBA français. Vas-y. Bon. 88-89, c'est sur 2 ans, c'est important aussi de dire. Mais il y a Tony surtout. Après, tu peux me citer peut-être des joueurs qui ont fait aussi une carrière solide, peut-être en pro aussi. Oui, bien sûr. Non, mais en 80. Bah oui, Vincent Mouillard, tout ça, c'est ok. Donc nous, Antoine Dio, Thomas Hartel, Rodrigue Bobois. Thomas Hartel, il joue pas avec vous en jeune. Non, mais c'est la meilleure génération, il est en train de te dire. Quoi? Il fait pas la... Bah alors, Michael Djellabal, mais il fait pas en 83. On l'écartait. C'est à ce point. C'est ce que je veux dire. Oui, c'est qu'il n'était pas sélectionné. C'est ça que je veux dire. Nicolas Batum, donc moi, et Mbaye, non? Non. Si, Abdoulaye Mbaye. Abdoulaye Mbaye, même si après il s'est baissé et compagnie. Ludo Vati. Ludo Vati. Alexis Aginsa. Kim Tilly. Alexis Aginsa. Ils sont relous. Kevin Séraphin. Ouais, pas mal. Qu'on écartait. Non, mais bon, il est pas encore prêt à l'époque. Tony et Boris, moi, en 80. Derrière. Avec Mike et tout. Après, t'as des mecs super solides. Jesse Bégarin, qui a fait une carrière. Bien sûr. Mon gars Sandwich. Benoît Mangin. C'était son surnom. Tu sais que cette année à l'INSEP, vous vous maintenez sportivement. D'habitude, l'INSEP finit toujours dans les équipes relégables. Hein, bien sûr. Et vous vous maintenez sportivement. Ouais. Vous cassez la gueule à beaucoup. Vous allez même gagner un match, je suis sûr que tu t'en souviens, à Charleville-Mézières, qui est premier et qui va monter en Pro B. Et attends, il y avait Amath Mbaye, 89, en moins de 20. Meridis Oumounou, Antoine Neito. Non, mais non. Allez, tu vas battre celle-là quand même. Non, le vivier de joueurs de cette génération, non, gros. Je te donne le max talent au niveau Tony, Boris, ok, pas de problème. Bon, il y a Mike Pietrus, attends. Oui, bien sûr. Oui. Ah oui, bien sûr. T'as dit, ouais, mais. Ok, mais Mike Pietrus, si. Un mec qui a joué des finales NBA contre Kobe, tu joues en NBA, bon. Ouais, mais Mike et Nico. Oui. Evan, tu vois. Oui, mais attends, c'est qui ton meilleur joueur de la génération? Là, on compare Nico avec Tipeee, tu vois, donc tu descends à chaque fois comme ça. Ah oui, meilleur joueur de la génération, oui. Ah bah oui. Ouais, bien sûr. C'est la meilleure. Sachez que cette discussion, c'est l'une des plus grands débats de l'histoire du basket français. Tony veut pas me la donner. Moi, je lui dis, gros. Ok, c'est rotation. Mais gros, si on joue, on fait un match. Tout le monde a son prime. Eux contre nous, au même âge, en moins de 18, moi je pense qu'il y a pas. Moi je suis plutôt d'accord avec lui, je pense aussi. Déjà sur le secteur intérieur, gros, à chaque fois on met la. Ludo, il était inarrêtable à son âme. Il était inarrêtable. Et après, on avait Alexis qui faisait 2-15, il mettait le bras dans le cercle. Alexis qui était un joueur qui était arrivé un peu trop tôt. Et après, t'avais Adrien Moirman, je suis un. Ah oui, Adrien, bien oui. Qui arrête Tipeee? Mais par contre, t'avais dans les ailes, il y avait des avions. Ouais, mais Mike Pietrus en cadet, c'est un enfer, hein. Et Nico, il dunkait de la ligne des lancers francs, frère. C'est pas faux. Non. Franchement, je te jure que... Bon, très bien. Il y a cette finale de Coupe du Monde. Non. Demi-finale de Coupe du Monde. Ils font la médaille de bronze, vous faites. Ou, ma première introduction à Steph Curry, on est dans le match jusqu'à... Qui disent, bon, allez, ça y est, il met 2 banderilles à 9 mètres.
Allez, fin de l'histoire. Déjà. Sachant que c'est pas le meilleur joueur de l'époque, hein, c'est pas le meilleur joueur. Ah, ouais, c'est pas Beverley qui est le meilleur joueur. Il est tellement gringalé que son maillot, il fait que, pendant le match, il fait que il a mis du scotch ou des élastiques, tu sais, là, full hand, comme ça. Après, il y avait 2-3 mecs de l'autre côté, on s'est dit. Déjà, tu voyais l'échauffement, il y avait Michael Beasley, DeAndre Jordan. Tous ces mecs-là, tu dis, mais on va jouer contre eux, là. Mais ils ont pas notre âge. C'est impossible. Déjà, les mecs, tu les vois arriver, ils sont tatoués, machin et tout. Ils mettent, tu sais, ils viennent avec leur Johnny Flynn, c'est un tueur à l'époque. Ils viennent, tu sais, un peu relax et tout. À peine il lasse ses chaussures. Vas-y, passe entre les jambes, dunk. Je dis, mais on va jouer ces mecs-là, là. Et après, c'était, nous, déjà, on était athlétiques pour l'Europe. Mais là, c'était les 2-3 premières minutes, presque tout terrain. Machin, ça vole des ballons et tout. Ah ouais, le niveau là, c'est quand même physiquement surtout, on avait senti que c'était encore une autre marche. D'ailleurs, il y avait David Lighty dans cette équipe. Ah ouais. Qui était un des meilleurs joueurs d'ailleurs, qui était super fort avant qu'il se pète le genou à l'université là, qui était un excellent joueur dans cette génération. Ça, c'est vraiment ton souvenir préféré du basket? C'est toute cette campagne, cette période avec l'équipe de France en jeune? Ouais, parce que tu sais ce qui est fou, c'est que on était tous convaincus qu'on allait être hyper fort dans cette génération. Je te jure, quand on venait en équipe de France, on était tous convaincus que c'était qu'une question de temps. On parlait de quand on sera en A, quand on sera... Tu sais, il y avait aucune place au fait qu'on n'allait pas tous être des top joueurs. Et ça, c'était... Ouais, je sais pas, c'était trop spécial. Et puis vraiment, on a lié des liens d'amitié de fou. Puis on a gagné, on a gagné plein de trucs. Tu sais, on était les premiers, par exemple, à faire une médaille à un championnat du monde. On était... puis ça a commencé tôt, tu vois, moins de 16, moins de 18. En moins de 20, avec les... Nico n'était pas venu parce après, on avait fait une préparation trop longue. On avait été énorme en préparation. On s'était un peu... après, avec les 89, je l'avais refait. On avait été médaille d'argent. On perd en Grèce contre les Grecs en finale, qui ont joué à 8 contre 5. Où il y avait déjà... mais tu sais qu'il y avait déjà Sloukas et Papanikolaou. Ah ouais? Ah ouais. Qui sont de... C'est des 90, ouais. C'est des 90, eux? Ouais, mais j'ai l'impression qu'ils ont 49 ans. Ils ont que 35-36, hein. Et ils ont un an moins que moi. Bah oui, c'est ça. Et donc les deux, ils étaient déjà là, mais c'est fou parce qu'on en reparle tout le temps. Dans une salle il faisait 8000 degrés à Rhodes, il y avait trop de gens dans la salle. Mais on en garde franchement un souvenir de fou. Mais ouais, toutes ces campagnes-là, elles sont... Tu sais, c'est le moment où t'es pro. Enfin, t'es pro. Tu commences à être pro. Oui, mais dans l'aspect, comment ça se passe, comment tu voyages, comment on te traite et tout, t'es pro. T'as pas la pression, t'as pas les enjeux économiques, t'as pas ce côté. Et franchement, c'est que du kiff. Franchement, c'était que... Tu te rendais compte qu'il y avait un buzz autour de votre équipe là? Il y avait Alors, il n'y a pas encore les réseaux sociaux, bien sûr, mais cette équipe-là, à l'heure des réseaux sociaux, ça aurait été un truc de fou, un peu comme pour Victor. Le dunk de Alexis Aginsan contre-attaque, quand tu mets l'avant-bras dans le cercle, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Quel buzz! Mais parce qu'ils viennent de le voir. Non, mais à l'époque, tout le monde en parlait. Ah oui, tout le monde en parlait. À l'époque, sur le début de Facebook, machin, je peux te dire qu'on s'était envoyé fort. Mais tout le monde en parlait, mais nous, on le voyait pas trop. Et c'est ça qui nous... Aussi, pour qu'on parle de toi, fallait que il y avait un maxi basket ou un basket. Bien sûr. Pour qu'on parle de toi, il fallait que tu fasses des trucs exceptionnels. Fallait pas que tu mettes 6 points le week-end, vite fait, t'étais rentré, et vas-y, t'avais des highlights et tout le monde te disait, ouais, tu t'es le prochain. Non, fallait que tu fasses, pour qu'on t'aies un peu de buzz, fallait que tu fasses des vrais résultats en jeune, ou que tu commences à jouer en pro, que tu fasses des vrais matchs, 1, 2, 3, ou tu commences à être All-Star français, ou des trucs comme ça, pour que, ok, il est confirmé, il est... Maintenant, comme il y a énormément de médias, chose que je comprends, on cherche des sujets, tu vois, il faut en parler. On force un peu, tu veux dire ça? Tu veux dire que des fois, on donne un peu de lumière à des trucs où on force un peu? Non, on force pas, mais on veut pas... On veut être le premier. On veut pas rater l'opportunité d'avoir parlé. Si quelqu'un d'autre parle de ce joueur et qu'il explose, et que toi, on couvre tout parce que au cas où, si ce mec-là, au bout d'un moment, il explose et il devient un machin, qu'on commence un peu à en parler. Mais je pense que ça dessert aussi les jeunes joueurs.
Tu sais qu'ils arrivent à un moment donné où on donne beaucoup et pas trop tôt, mais il faut quand même que tu gardes. C'est sûr qu'aujourd'hui en U18 France, donc ce qui est l'équivalent des KD France, quand certaines équipes, tu filmes les temps morts avec les coachs, les speeches et tout. Moi, je sais pas comment je l'aurais vécu à l'époque, tu vois. Après, ils sont nés avec aussi. Ils sont certainement nés avec, mais aujourd'hui, il faut quand même aussi, je pense, la lumière, elle viendra quand elle doit venir, tu vois. Et à tout niveau, ce dont tu parles. Là, on parle pas des meilleures équipes de chaque génération, c'est de tout et tu sais, même les équipementiers, ils le font. Dès qu'il y a un jeune qui est un peu bon, nous, Nike, Adidas, tout ça, ça leur coûte rien de leur envoyer des chaussures. Ils font des milliards de chiffres d'affaires chaque année. On va leur envoyer des trucs pour si ils deviennent quelqu'un, on aura été les premiers à lui donner des trucs, machin. Moi, avant que Nike ou Adidas ils viennent frapper à ma porte, il a fallu que je sois meilleur marqueur du championnat de France. Avant ça, t'avais pas tous ces petits trucs qui venaient facilement où t'as l'impression, je suis déjà fort. Tu sais, je suis déjà vraiment... Non, t'étais un peu dans ton... Tu faisais ton truc dans ton coin. Maintenant, les mecs sont même signés. Regarde Aaron Nancy, il est signé chez Adidas. Nathan Soliman, il est signé chez Jordan. C'est des gars qui sont loin d'être majeurs. Tu vois, même si mais qui sont très bons, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Ouais. Et Nathan, peut-être qu'il va devenir... Bien sûr, on lui souhaite d'ailleurs. Là, il est déjà signé, il n'a même pas joué en première division pour l'instant. Ça se trouve, ça va être un buzz complet. Ou pas. Ou, tu vois. Je ne dis pas que ça non, on a compris. Je dis, on ne sait pas ce qui va se passer. En théorie, il va être... C'est marrant de voir. C'est intéressant parce que quelque part, toi, tu avais un buzz de... Votre génération, vous aviez un buzz incroyable. Parce que tu parles de Basket News. À un moment, il y avait beaucoup d'articles sur vous. Moi, à l'époque, je suivais tout ce qui se faisait, la N1, la N2, la Pro B. Mec, on parlait énormément de votre génération. Et c'est marrant que tu dises que toi, finalement, il a fallu attendre 5-6 ans que tu sois à Lasvel, un joueur confirmé, par rapport à des gamins qui aujourd'hui ont l'âge de jouer en espoir et qui sont déjà signés de partout. Ouais, et puis l'information. Par exemple, moi, ou tes parents ou n'importe quoi, ils pouvaient te cacher enfin pas te cacher de l'exposition. Te protéger. Si t'achetais pas le Basket News, tu savais pas qu'on avait parlé de toi. Maintenant, tu l'as sur... L'information, tu l'as tout le temps sur ton téléphone. Bien ou mal, elle est tout le temps amplifiée. Tu fais un mauvais match, t'as l'impression d'être le pire joueur du monde. Tu fais un bon match, t'as l'impression d'être... Et tu vois, ça fait... De continuer à travailler avec la même pour des pros... qui ont 10 ans de carrière, c'est difficile des fois de continuer à travailler, quelles que soient les circonstances, quelle que soit ta performance, de se dire, au bout du bout, si je continue à travailler, je mets pierre par pierre, je vais être bon. Là, c'est bon, il est nul. 2 mois après, il remet le bout à la fenêtre, il est super fort. Mais on le voit. C'est quoi le meilleur exemple en ce moment ? C'est Victor. C'est Victor Wembanyama. Le mec, il a 22 ans, il vient de perdre en finale NBA à 22 ans. Attends, le meilleur joueur de ce Et là, t'entends des mecs dire, oh non, mais il a pas le truc. Il a pas ça en lui. Il est pas clutch. Ouais, on est chez les fous. Le mec, il a 22 ans. Et ça, on est d'accord qu'on le regrette tous un peu. Pas clutch. Ça prend du temps. Tout le monde a appris, tu sais, parce que les mecs, en fait, avec le temps, c'est comme ce qu'ils disaient. Moi, je trouve que ça, c'est la meilleure analogie de toute l'histoire du sport. Tu te rappelles quand Brian Scalabrine, il avait dit, un reporter, il a dit, ouais, mais t'as pas joué ceci. Ouais, mais c'est pas grave, parce que dans 5 ans, je dirais à mes petits-enfants que j'ai joué des minutes. Dans 10 ans, je leur ai dit que je leur startais. Et dans 20 ans, quand personne... je vais leur dire que j'ai été MVP des finales. C'est un peu comme ça, parce que les gens, ils oublient l'histoire. Ils vont te dire, Kobe, avant d'avoir ce gène, il a... balancé combien de airball dans 4 à Utah, ouais. À Utah, avant que ce soit un ceci, que ce soit un cela. Ça prend du temps. Mais Jordan en 2026, il se serait fait détruire parce qu'il a perdu contre Détroit, parce qu'il se fait rosser par Boston. Tu vois ? Oui, bien sûr. Après, on peut le regretter, mais c'est quand même le monde dans lequel on vit. Franchement, je pense qu'on est tous plutôt alignés. On a pris de l'âge maintenant et tout, mais en fait, ils vivent dans ce monde-là, les garçons, les jeunes là. Ils sont obligés de se protéger, ils sont obligés d'être plus forts que ça, sinon ils vont tous se faire crever. C'est sûr que dans ta construction, toi, t'as pas eu à faire avec, mais en tout cas, aujourd'hui, t'es obligé de faire avec, parce que les gens sont fous, quoi. Les gens tirent des conclusions sur des gamins de 21, 22 ans qui sont des phénomènes de ce sport. Oui, mais tu vois, le truc où t'es obligé de faire avec, c'est là où, quand tu grandis pas avec les réseaux sociaux, non, je suis pas obligé de faire avec. Je pose mon téléphone, il y a personne qui me parle. Toi ? Ouais, ça c'est vrai. Oui, mais quand on a grandi comme ça, t'as raison. Nous, et puis l'expertise d'un mec qui n'a pas l'expertise de juger ma performance, je me rends bien compte que ça n'a aucune importance. Oui, mais regarde, toi aujourd'hui à 36 piges, beau gosse, moustachu, beau comme un cœur, affûté. Merci. Mais Chet Holmgren,
Ouais. Quand il fait les finales de conf et que tu as de l'IA, des images, des montages où il est tenu par une laisse, par Victor, des trucs hardcore et tout. Mec, faut le gérer ça. I want at the end of the day, il prend 40 millions. Oui, mais téléphone fermé mais c'est et ce de que je t'ai vivre dans dit. la vraie vie. Par On lui exemple, souhaite ça. Kawhi Leonard, il a pas de réseaux sociaux. non. Vous choisissez, tu peux me dire ce que tu veux. Ouais, mais les marques et tout, tu prends 40 millions à l'année. Si t'as pas envie de faire un peu plus pour ta santé mentale et de couper des réseaux sociaux, tu peux, c'est ton choix. Ok, intéressant. C'est pas T'as toujours raison. simple. C'est pas toujours C'est simple. Mais c'est pas toujours simple. Non, mais c'est pas toujours mais ça. pourquoi c'est pas Parce que toujours- t'as de je dis pas moi, l'entourage, je parle d'eux, voilà. parce que 40 millions sur le basket, t'as l'entourage et ils en veulent 60, 70, donc tu vas signer 30 millions. T'as raison, mais on en Après, revient à un chacun a choix. ses Oui, trucs, voilà. Choix. Mais ce C'est que je veux dire, intéressant. c'est que il y a des mecs qui ont. Je te dis, Kawhi Leonard, il rentre chez lui, il n'y a plus aucune opinion. L'opinion, c'est aussi parce que tu décides de l'écouter. Non, c'est C'est vrai, aussi tout à parce fait. que tu décides. Tu joues comme ça. Tu sais très bien que tu vas prendre la foudre. Chet Holmgren. Oui, Bah, moi, je suis Mais lui. Jaren Fox, je tu sais, sais, hein, je tu sais. sais. Et Jaren Voilà. Fox, il pareil. sait, il sait. Je ne vais sur aucun réseau social. La NBA, ça reprend en novembre jusqu'au mois de septembre. J'allume pas mes réseaux sociaux parce que peu importe. Tu sais très bien que si tu vas le lire, ça va forcément, en tant qu'humain, ça va t'impacter un petit peu. Donc, c'est mieux de le laisser de côté. Oui, non, mais- Mais c'est ce que je te dis. Si C'est un beau conseil de vétéran à dire aux plus jeunes, ça vraiment. c'est des fois, faut mettre le côté. Et c'est, tu sais, ces enjeux. Oui, les réseaux sociaux, c'est bien pour ce que ça peut t'apporter, que ce soit financièrement, que ce soit. Mais si, au bout d'un moment, tu vois, il y a certains mecs NBA, c'est un peu comme ça. Comme ils commencent à parler, ou ils ont des podcasts, et qu'ils ont ouvert la porte, ils peuvent plus la refermer. Maintenant, t'es obligé de toujours te justifier sur tous tes choix, sur ceci, sur ça. Ouais, mais t'as dit ça, ouais, mais. Et c'est de la surenchère de. Maintenant, t'es pris dans un truc. Bah, est-ce que t'as plus à gagner ou t'as plus à perdre? Donc, c'est à toi de faire la Il y a un truc balance qui- de. C'est marrant ce que tu dis parce que toi, Edwin, t'es un gars qui a jamais peur d'aller sur Twitter, sur Instagram, donner ton avis. Ouais. On te voit, t'es là, tu vas répondre, tel un tweetos, énervé, défendre ton gars, défendre une action et tout. Et à côté de ça, tu nous dis qu'il faut éteindre son téléphone. Tu vois, c'est paradoxal. Les enjeux Oui. sont plus les mêmes pour lui. Je Oui. sais bien, mais Oui, on mais parle même- de ce mec-là qui est là en Ouais, train mais de... tu vois, même avant, et que j'avais Twitter et tout, au passage, T'inquiète, on y arrive. Ouais. c'était. Je poste le truc, je m'énerve. Après, une fois que t'as répondu, ah, ça y est, ça m'intéresse plus, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, c'est toi si tu veux continuer à. Je laisse, je vais pas continuer à surenchère. J'ai mis mon avis sur la place publique. Maintenant, c'est ce que je pense, t'en fais ce que tu veux. Parce T'as que raison. T'as raison, c'est j'ai marrant. raison, j'ai tort. C'est marrant que tu Voilà. parles des réseaux sociaux parce que toi, sur les réseaux sociaux, à un moment donné, un jour, t'as quand même fait une annonce officielle Ah ouais. à 25 ans pour nous annoncer, après la liste de Vincent Collet, où tu n'étais pas retenu, quasiment en suivant quelques minutes, quelques heures à peine après, tu as annoncé sur Non, Twitter, quelques minutes. quelques minutes après, Ah ouais. tu as annoncé sur Twitter que tu Ça devait prenais, être même pas une heure après. officiellement ta retraite internationale, donc de l'équipe de à 25 ans. On appelle ça une réponse réfléchie. Sur Twitter. Raconte-moi un peu. Réfléchis comme jamais. Edwin, il est temps à 36 ans que tu nous racontes exactement ce moment. Mais tu sais que je En m'en rappelle détail. comme si c'était hier. J'étais à Barcelone. Je suis en train de me faire couper les cheveux. Et après, je vais à un barbecue avec un pote, machin. Je l'attends. Ouais, attends, ils vont donner machin et tout. Je me dis, on va célébrer le fait que je sois rappelé en équipe de France. Parce que c'était quand l'année? Parce que j'avais été appelé au préalable. Moi, je m'attendais à être dans la liste élargie. Donc, aller au truc, machin. Et donc là, je savais pas à quelle heure elle sortait la liste. Boum, boum, ça commence à boire un petit peu. Je suis en vacances à la fin de l'année. Et là, je vois, je suis pas dans la liste. J'étais un petit peu éméché déjà. Mon pote, il me dit, franchement, il te respecte pas. Je lui dis, ouais, en vrai, t'as raison. Paf, Twitter. Officiellement, je prends ma retraite internationale. Terminé. Allez hop. Ouais, bah c'est. Et pourquoi 2015, c'était en 2015. Ouais, c'était en 2015, 2015. avant Donc voilà. avant l'Euro en France en plus. Donc on vient de faire un résultat avec l'équipe de France. Certes, Nando était pas là, mais je me dis j'ai marqué des points, et je vais être dans la liste élargie et je vais avoir la chance de au moins venir, sachant que je fais une saison correcte avec Barcelone.
je me dis, j'ai joué dans un club avec beaucoup plus de prestige et de, tu vois, en plus, c'est vraiment où j'ai appris à jouer au basket. Parce qu'avant, je mettais beaucoup de points, etc. Mais Xavi Pascual, cette première année à Barcelone, il a vraiment augmenté mon QI basket, ma compréhension, etc. Vraiment de plusieurs points. Donc, je me dis, ça va le faire. Et là, je tairai les noms. En plus, je vois des noms dans la liste. J'ai dit, ah ouais, c'est comme ça. Ah ok, vas-y, bah, ça y est, comptez plus sur moi. Tu l'as regretté ça sur le lendemain matin, peut-être? Quand t'as vu peut-être le retour aussi des gens, ton agent, tes proches, qui disent, mais Edwin, qu'est-ce que tu fais? La bombasse que ça avait fait. Ouais. On en a tellement parlé entre nous, mais qu'est-ce qui... Mais en fait... En plus, en vrai, tu l'as annoncé comme si t'étais Tipeee, je veux pas te mentir. C'est ce que tout le monde disait. Mais quoi, il se prend pour qui pour annoncer son truc comme ça, tu vois? Tu t'es pas rendu service. Ouais, mais tu vois, par exemple, ça... Non, tu vois, par exemple, je le regrette pas parce qu'après, j'ai eu des conversations avec des gens du staff, avec des... qui ont fait, genre, énormément grandir notre relation... ouais, notre relation personnelle. Donc, maintenant, oui, je le regrette plus. Et en plus, ça n'a pas eu trop d'influence parce qu'après, je suis revenu en Ils t'ont rappelé, ouais. Pour le coup. Est-ce que Tipeee a joué un rôle dans le fait qu'on te rappelle? En plus, quand t'es à Manille, là, pour les qualifs. Tu sais, je vais pas faire le mec, mais je vais faire un peu le mec. À l'époque, ce qui m'avait extrêmement déçu, c'est que je détestais la façon de communiquer. Parce que tu fais partie d'une campagne avant, et il n'y avait eu aucune communication que tu me prennes pas. Passe encore. J'ai fait la campagne de l'année dernière, que tu me prennes pas, ou que je sois pas dans le groupe élargi, mais je m'attends pas à le savoir sur Twitter. Je pensais que tu allais me le dire avant et je m'attends pas à avoir là. Et après, parce que ça s'est passé avec d'autres joueurs, mais qui n'ont pas eu cette réaction, ça a un peu changé. Et tu vois, la communication avec la Fédé dans un second temps a été bien meilleure sur bien des aspects. T'en as voulu à Vincent à ce moment, du coup? J'imagine que oui, mais le fait qu'ils te le disent pas, qu'ils donnent pas l'info, au moins, juste avant, peut-être. En fait, tu vois, Vincent, dans ma carrière, ça a été mon... Tu vois, en y repensant, et là, je suis vraiment en retravaillant ensemble, ça a été mon meilleur ennemi. Dans le sens où il m'a tellement donné de... Tu vois, quand je suis allé à Lasvel, par exemple, j'étais pas capable de comprendre ses enseignements. J'étais une tête brûlée, je voulais jouer, machin et tout. Il avait fait... À un moment donné, il avait mis Kevin Joss Rose, il avait fait rentrer en match, ça m'avait fait péter un câble avant moi, qui était un espoir, parce qu'il avait en tout cas des meilleures qualités défensives à cette époque où il voulait faire le taf défensif beaucoup plus que moi. Tu sais, des trucs comme ça. Mais il a mis tellement de gaz dans mon engin que ma carrière sans Vincent Collet, elle n'aurait pas été la même. Pas forcément pour... Et après, en plus, c'est marrant parce que je te dis, après, sur plein de campagnes équipe de France, j'ai adoré travailler avec lui, j'ai adoré sa vision du basket, surtout sur le côté défensif, à quel point il prépare les matchs et compagnie. Et au final, on a plein de points communs sur comment on envisage le basket, comment... la passion qu'on a, l'amour qu'on a pour le jeu, et je pense qu'on va voir là en avançant sûrement l'année prochaine. Ah oui, tu vas le retrouver l'année prochaine, donc c'est bien. Normalement, on va ouvrir l'Asvel. Du coup, ton dernier nom avec l'équipe de France A, c'est une présélection en 2017. On n'a toujours pas eu de nouvelles retraites internationales, Edwin. Non, mais je garde la porte ouverte aussi. Mais c'est vrai, mais attends. Moi, un truc, vous m'appelez une fenêtre, un truc comme ça. Moi, comment ça se fait que t'as jamais fait une fenêtre? Mais parce qu'il joue l'Euroleague. Si, j'ai fait une fenêtre. J'ai fait une fenêtre. Au deuxième étage, j'ai une lapère. Non, j'ai fait une fenêtre quand je suis rentré de Chine. Non, une vraie fenêtre, on avait joué. Ah, mais c'est il y a longtemps. Oui, il y a longtemps. C'était une des premières fois. Mais depuis que t'es à Lasvel, tu fais pas les fenêtres parce que tu joues l'Euroleague aussi. Ça n'a jamais été envisagé, quoi. Non, je pense pas, mais au bout d'un moment, tu sais, genre... j'ai eu la chance et l'honneur de porter le maillot d'équipe de France et tout. Si t'es toujours un joueur référent ou que t'as fait la pluie et le beau temps, tu vois, et que t'appelles... tu
tu vois, Nando pour une fenêtre, quand il a été... s'il avait voulu faire une fenêtre là pour dire adieu ou faire un tour après les JO, bon, il finit sur un banger, donc ça sert à rien qu'il continue à faire des trucs. Mais moi, j'ai pas fait la pluie et beau temps de l'équipe de France. Que tu passes à autre chose, que tu fasses venir des jeunes sur des fenêtres, ça a beaucoup plus de sens. Tu vois, mais tu dis ça, mais on a vu Nicolas Lang, on a vu Paul Lacombe, des gars qui ont 1 an de différence avec toi. Qui ont fait les fenêtres en fait, qui ont vécu, Andrew Alusi évidemment, même si lui il faisait les grandes compètes, hein. Je veux dire, tous ces gars-là on les a vus pendant les fenêtres. Ouais, tu vois, après, on aurait pu c'est le côté, je sais pas, c'est il y a jamais eu, en tout cas il n'y a jamais eu de rapprochement, tu t'es jamais posé la question, ça n'a jamais été sur la table. Après c'est peut-être aussi, je te dis, par rapport à l'image qu'ont les gens de moi, c'est peut-être aussi qu'ils pensent que je vais être plus difficile à gérer ou que j'en sais rien. C'était avant ça, Edwin, c'était avant ça. Maintenant t'es mature. C'est quoi l'image que tu penses que les gens ont de toi? C'est vrai que t'as toujours eu ce côté un peu facile, un peu se la raconte de l'extérieur. Tu t'en rendais compte de ça? Ouais, bah bien sûr, je m'en rendais compte. Mais parce que là, je suis avec les 2 métis qui se la racontent le plus au monde que je connais. Je vous dis. Attends, il y a Will Smith. Bah, Will Smith, depuis qu'il a pris une tarte dans la gueule, il se la raconte beaucoup moins. Mais franchement, pour être honnête, j'en jouais aussi. Et je préférais être quelqu'un qui... Tu peux pas être au milieu. T'adores ou tu détestes. Comme ça, ouais, j'ai pas trop d'avis. Non. Soit tu kiffes de ouf, soit tu détestes. Et c'est pour ça que... Ouais, après, c'est pas forcément depuis jeune, je pense que ouais, j'ai ce côté américain, quoi. En gros, sûr, ou même... Tu vois, par exemple, je me rappelle la dernière année à l'INSEP, je leur avais dit... mon coach, il me dit, alors, qu'est-ce que c'est tes objectifs pour l'année et tout? Bah, je veux être meilleur marqueur, machin et tout. Et je me rappelle Philippe Horry, mon coach à l'INSEP, il m'avait un peu regardé en mode... Tu sais, mais non, mais des trucs réalistes, tu sais, genre, là, tu me dis, tu veux être meilleur marqueur, mais tu joues en cadet, là. Enfin, tu as joué un peu en N1, mais t'as un cadet, genre, tu vas être meilleur marqueur de ouais, j'ai bossé l'été, je vais revenir, machin. Ou, ouais, j'avais annoncé que j'allais être meilleur marqueur, par exemple, à mes coéquipiers l'année en France. Je leur avais dit, ouais, moi, c'est mon objectif clair. C'est des trucs qui sont... Ouais, c'est un peu... Pas dire en France, c'est pas trop... Si ça réussit, c'est super bien, mais si jamais t'es court dans l'objectif, tu vas t'en prendre plein la gueule. Mais après, c'est assumé. Et... Voilà, ça me dérange pas. Parlons de la saison prochaine quand même. Donc tu nous as annoncé au début de l'interview que tu re-signais 2 ans. Bon, il y a un nouveau projet qui arrive et puis surtout, tu vas être coaché par Tony Parker, ton pote de toujours. Parle-nous de ta relation un petit peu avec Tipeee et comment tu te projettes avec Tipeee en coach. Alors, faut savoir un truc de notre relation, c'est que je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point on a... C'est comme si on avait 2 relations complètement différentes. Il y a le Tony quand il est en président et là quand il va être coach, et notre amitié en dehors. Et on se parle pas de la même manière. On n'a pas... Tu vois, par exemple, quand on est dans un contexte professionnel ou que... je sais pas, par exemple, on va parler de contrat, je vais l'appeler président, je vais pas l'appeler, tu vois, Tony, pour bien marquer la différence entre c'est mon président ou c'est mon ami. Tu vois, par exemple, même la fois où j'ai été donc viré de l'Asvel quand je suis revenu avec Mitrovic, ça a en aucun cas impacté notre amitié. On est parti sur son bateau la même année à la fin de l'année. Non, l'année d'après parce qu'il y a eu le Covid. Mais ça a en aucun cas impacté notre relation. On sait vraiment faire la part des choses. Donc, ça veut dire que quand vous êtes sur le yacht de Tipeee, par exemple, ouais. Vous parlez pas du reste. Quand je dis du reste, vous parlez pas de la situation. Tu t'es pas servi un gin trop souvent d'aller pour Mitrovic comme ça. Alors, ça oui. Non. On parle. Mais tu vois ce que je veux dire, tu vois. Ouais, mais on va faire le switch. Par exemple, là c'est un exemple parfait, si on est sur le bateau, on parle, etc., machin et tout, il va me dire, ouais, viens, on prend genre demain on va avoir une réunion.
Ok, enfin demain on fait un meeting à 11h, on prend du temps. Là, ça y est, on fait la bascule. Là, je suis... mon président, je suis son employé et c'est pas du tout la même dynamique, tu vois. C'est vraiment... Après, oui, mais comme quelqu'un qui serait resté dans une entreprise longtemps, il y a des choses qu'il est prêt à entendre, où je vais avoir un peu plus de crédit, ou peut-être qu'il va écouter un peu plus ce que j'ai à lui dire que n'importe qui, parce que j'ai fait 10 ans dans la compagnie qui gère. Mais ça reste très mon ami et le président. C'est deux choses complètement différentes. Et après, sur le côté, je suis excité de travailler avec lui, dans le sens où je vais être coaché pour ce qui est maintenant le meilleur joueur de l'histoire de notre pays, enfin de l'histoire de notre pays, jusqu'à que Victor fasse ce qu'il a à faire. Surcoté Victor. Mais il a pas ce qu'il faut. Vraiment, ça. C'est dur. Parce que je me rappelle que je disais aux gens la dernière année où il était là, on n'en faisait pas assez même. Alors c'est vrai, Asvel pas encore assez. Après, il était beaucoup blessé à l'Asvel, il jouait peu. Ouais, mais même, tu vois, je me rappelle, ouais, vous avez tout donné, il déplaçait des matchs, pourquoi vas-y, il passe en NBA, on en fait trop, il va à Vegas faire un truc. Non, on n'en fait pas, vous vous rendez pas compte de qui c'est. Et qui il va être et qui ce sera à la fin de sa carrière, vous vous rendez pas compte. Mais ouais, pour en revenir à Tony, j'ai aussi hâte de le découvrir en tant que coach, parce que pour moi, ça va être un nouveau coach, même si on partage tout le temps des idées sur le basket, on parle tout le temps de basket. De le voir et de travailler avec lui, ça va être comme n'importe sur le côté tactique, sur le côté être coaché par Tony, ça va être je vais être comme avec n'importe quel coach, tu vois, je vais pas... Tu vas être grincheux quand tu joues pas, tu vas pas répondre à ses textos s'il te met un peu sur le banc. Non. Parce que là, tu vois, on parle de votre relation qui est passionnante et j'aimerais bien après que tu nous racontes un peu comment ça s'est fait, mais qu'il soit président la moitié du temps et ton ami de l'autre, c'est une chose, mais là, que ce soit ton coach... Enfin, je veux dire, là, la proximité de votre relation, la nature même pure, elle change encore. Parce que si un jour il fait un choix, bah en fait là, Edwin, tu joues pas pour X raisons, si je te l'explique, tu peux aussi mal le prendre, tu vois ce que je veux dire. 36, il en a plus 25. Ouais, mais... Je sais, mais bon, c'est un compétiteur, il a envie d'être sur le terrain. Ce que je veux dire, c'est que je pense que là où il se méprend pas, Tony, c'est que de toute façon, quand t'es coach, que ce soit moi ou un autre joueur, de toute façon, à ce niveau-là, tu vas tout le temps trouver des joueurs qui vont trouver c'est la nature même. Les mecs qui sont à ce niveau-là, c'est des compétiteurs. Il n'y a jamais un coach qui fait l'unanimité avec ses joueurs. Tu vois ce que je veux dire, ça n'existe pas. Il y a toujours des mecs qui veulent jouer plus, qui veulent. Et pour moi, tu dois faire cette gestion. Mais le jour où tu as des mecs qui veulent pas jouer plus, qui sont pas vénères, qui sont pas. Alors après, faut pas que ça déborde, tu vois. Mais forcément que les mecs, ils ont de l'ambition, ils sont là pour quelque chose, ils veulent. Alors après, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Il faut que tu montes, il faut que tu travailles, mais que les 12 joueurs de l'équipe, ils devraient vouloir jouer plus, enfin 15 ou n'importe quoi, vouloir jouer plus. Regarde, à l'Olympiakos, je suis sûr qu'il y a des joueurs qui sont vénères. Je pense à Franck qui n'a pas pu participer au match de trucs. Ouais, mais vous êtes 16 dans l'effectif. Quand tu signes là-bas, tu sais que à la fin de l'année, si tu fais un Final Four ou que tu fais une finale, il n'y a pas tout le monde qui sera en tenue sur... Et oui, tu auras ton titre, mais tu n'auras pas participé sur le terrain peut-être à la victoire. Tu auras participé toute l'année et les mecs dans le vestiaire, mais peut-être ça n'a pas le même goût. Peut-être là, maintenant, c'est le côté cruel du sport aussi. Donc que ce soit lui ou un autre coach, de toute façon, ça change pas tant que ça, en fait, dans le sens où il y a toujours des coachs qui vont te bencher, tu vas comprendre, pas comprendre, et puis comme le dit très bien Erwan, j'ai pas le même âge non plus, et je sais très bien que maintenant, si je suis très bon, ou si dans les minutes qu'on me donne, c'est un bonus, mais on compte pas sur moi pour faire une bonne saison ou pas. Je vais pas être le baromètre de l'équipe de l'Asvel. En tout cas, j'espère pas. Pour eux, ouais. Pour nos ambitions. Et pour Tipeee, ouais. Tu vois ce que je veux dire, si je suis complètement honnête, j'espère pas être le baromètre Alors oui, tu peux être un joueur. Tu rentres dans les rotations. Wow, ils ont quand même des rotations qui sont... même le bout des rotations, ça reste des mecs et le travail de... Ouais, quand les mecs qui nous portent en Euroleague, il faudra aller faire des matchs relous en bel clic à droite à gauche, mais quand même avoir des résultats, bah là, tu auras des mecs sur qui tu peux compter. Et
c'est ça vraiment mon rôle cette année, et pas prétendre à jouer 20 minutes en Euroleague et aller gagner des matchs à Olympiakos et tout. Ça sera le rôle des stars. Des stars, exactement. T'as 36 piges, t'as signé 2 ans. Ouais. Tu vas finir à Lasvel? Ouais. Bah, en tout cas, c'est mon souhait. Et puis voilà, boucler la boucle, c'est quand même là, je vais entamer ma 20e saison professionnelle. Et j'ai pas envie de. Là, je me sens très bien, même si j'ai eu des performances physiques dans l'année qui m'ont embêté maintenant. D'ailleurs, c'est dommage que la saison n'a pas eu un mois de plus parce que je commençais à de nouveau me ressentir très bien. Mais j'ai pas envie à un moment donné que ça devienne une corvée dans le sens où tu sais, t'as mal partout, t'es obligé de prendre des anti-inflammatoires et tu joues, mais ça te coûte plus que ça te donne. Tu vois, au bout d'un moment, si le corps vraiment il suit plus et que même la tête elle y est plus, tu vois, c'est même 2 ans, mais tu vois, je serais honnête si jamais je vois que la saison vraiment c'est galère, peut-être je leur dirais écoute, peut-être je fais pas la dernière année ou pendant 2 ans là, je suis comme je te dis un vet incroyable et qu'en BetClick ça se passe hyper bien, bah peut-être que j'en ferai une troisième, enfin tu sais, mais okay. Je vais pas jouer à Vital Métarin et puis là à partir de Lasvel où je suis bien installé, où c'est devenu enfin ça l'a toujours été, mais où c'est vraiment ma maison. Ce serait quand même dommage mine de rien, t'es dans un projet aussi excitant, évidemment il y a la NBA Europe, il y a ce projet, peut-être que l'année prochaine tu joueras avec Sylvain Francisco, on verra, mais il y a aussi l'idée de s'inscrire dans le temps, et quand je dis dans le temps, c'est au-delà de ta carrière de basketteur, à Lasvel. Exactement, c'est, tu vois, quand le corps il peut plus donner, c'est, tu vois, de donner ma tête à l'organisation qui m'a fait confiance quand j'étais plus jeune, qui m'a donné du temps de jeu, qui m'a permis d'avoir voilà, cette carrière professionnelle, ce qui, quand je me suis fait mal et que j'ai eu cette période aussi où je suis reparti jouer dans des divisions plus inférieures, qui m'ont redonné la chance de revenir au plus haut niveau. Donc ouais, c'est avec des hauts et des bas, c'est une vraie histoire d'amour. Et qu'est-ce que tu vas faire alors ? J'ai envie qu'elle tu vas te préparer à faire quoi plutôt ? Parce qu'on sait jamais ce que tu vas faire après. Qu'est-ce que tu veux faire en dehors du basket du coup ? Après. On t'avait vu consultant chez Bein, je sais que je sais que ça te plaît. Ouais, moi je suis obligé de rester au contact du basket. Déjà, je pense que une fois que tu acquiers autant d'expérience dans un domaine sur 20 ans et des connaissances, des fois je trouve ça prétentieux quand les mecs ils partent faire complètement autre chose. Je pense pas pouvoir être bon dans tout. J'ai de la chance d'avoir eu une carrière professionnelle et je pense d'avoir une tête une tête bien faite sur le côté basket et d'aller faire complètement autre chose alors que j'ai une expertise bien sûr à peaufiner mais qui est déjà pas mal sur le niveau basket dans une industrie où il y a de l'argent, où on peut bien vivre et en plus je vais continuer à vivre de la passion de ce que j'aime. Pour moi ça n'a pas de sens d'aller faire quelque chose de complètement différent et en plus par rapport à d'autres gens qui ont peut-être été amenés vers le basket vers 10 ans ou n'importe quoi, moi ça fait partie intégrante de ma vie, toute ma vie j'ai même vécu au rythme d'un joueur professionnel dans le sens où j'ai déménagé avec mon père, où j'ai vécu plusieurs villes, où tu sais, si je suis pas dans une salle de basket, si je suis pas à contact, je sais que au bout d'un moment je vivrai. Je peux faire un break peut-être, mais je le vivrai pas bien sur le long terme. Donc exactement quoi, je pourrais pas vous dire. Mais c'est sûr que je resterai au contact du basket, ça c'est une certitude. Donc tu t'es pas décidé, en gros, coach, dirigeant, consultant, tout à la fois. Il y a des gens qui le font, regarde, hein. T'es capable, après, d'avoir le côté, plein de directions. Dirigeant dans peut-être un second temps, mais de passer un peu de... Si je peux aider des joueurs à avoir une carrière, à vivre ce que moi j'ai vécu, parce que tu vois, au début de ma carrière, j'ai été avec plein de Laurence Chiara, Emeric Jano, Amarassi, Lamaine Wilson, Robert Conley, plein de mecs qui m'ont vachement aidé. Tu sais que ça nous fait un point commun avec Robert Conley. Hein.
Ouais. Tu sais que j'ai joué avec lui à Brest, moi. Ouais. La première fois, il arrive en Europe. Eh ben lui, tu vois, par exemple... croqueur, hein. Ouais, bon croqueur. Mais tu vois, provoquer des fautes. Lui, il m'a appris à provoquer des fautes, à me donner tous les petits trucs, à jouer les off-screen, Laurent Forest, comment mettre ton corps, En plus, lui, à l'époque, il avait tous ces petits trucs parce qu'il était en fin de carrière et que son corps commençait à lui faire un peu plus défaut qu'avant. Donc, tous les petits trucs tu sais, de vis, comment rentrer le mec dans l'écran, machin et tout, il essayait de me les apprendre. Enfin, j'ai eu plein de vêtements hyper... qui m'ont mis sur le bon chemin. Donc si même sans jouer, je peux redonner ça, tu vois, dans le côté coaching, ouais, j'aimerais bien, ça me ferait vraiment plaisir. De toute façon, vous les joueurs pros comme ça, vous avez que l'embarras du choix. Quand on voit la carrière de Jacques, il a été coach, il a été consultant, tu vois, voilà, Après, tu sais, il y a des mecs que ça saoule, hein. Moi, je vois, ça a été un des trucs, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, à quel point, en fait, il y a des mecs qui aiment pas tant que ça. Hein, Tu parles du basket ? Ouais. Ah oui. Oui, bien sûr, plein. Moi, c'est des discussions que j'ai beaucoup avec des joueurs. Taf, mais c'est pas tous passionnés, en fait. Moi, je connais plein de joueurs et on va pas le dire parce qu'on va respecter un peu ce qu'on se dit, mais il y a des mecs qui, quand ils vont arrêter leur carrière, ils veulent plus foutre un pied dans le monde du basket. Et on peut le comprendre aussi, en fait. Ils veulent pas le truc. Parce que nous, on est des vrais passionnés, là. Franchement, on est là, on peut parler de basket. Là, on peut s'asseoir derrière, parler de basket pendant 3 heures. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça. Mais oui, mais quand t'es pro, quand même, moi, des fois, je sais pas, ça me choque, tu vois. T'en as pas rencontré tant que ça. T'en as pas rencontré tant que ça, des mecs qui... Bah, plus que tu ne crois. D'accord, ok. Mais des mecs qui sont vraiment coupés, quoi, du basket. Vas-y, donne-moi des blazes. Des Américains, ils regardent pas, de toute façon. Donne-moi des blazes. Ils comprennent pas, au pire. Bah... Est-ce qu'il y a un gars qui t'a choqué un peu ? C'est beaucoup plus d'Européens que d'Américains. Parce que les Américains... Et puis, il y en a beaucoup, dans un contexte... Il y en a beaucoup, je te dirais pas que ça a sauvé leur vie, mais ils ont un rapport au basket et tu vois, au fait qu'ils fassent de l'argent par rapport au basket qui est pas le même qu'en Europe, qui leur ont permis d'aller en université alors qu'ils y seraient jamais allés, qui n'auraient pas eu l'argent de y aller. Si tu vois, ça leur a ouvert des portes sur le monde qui sont pas du tout les mêmes que les Européens. Donc l'amour qu'ils ont pour le jeu, il est des fois beaucoup plus fort que les Européens où puis c'est professionnalisé avant. Moi, des fois, je vais m'entraîner aux States, tu vois les high school, ils ont des salles d'entraînement, des fois, ou même des complexes. Vous êtes d'où ? Ton père, il est d'où aux États-Unis ? De Louisiane. Il est né en Louisiane. Mais... Et tu retournes de temps en temps encore ? Ouais, après, avec ma famille des States, j'ai pas, du côté de mon père, mais j'ai énormément d'amis avec qui... Puis ma soeur, elle vit en Floride, donc je vais souvent la voir... Je vais la voir en Floride. Mais c'est vrai que sur ce côté-là, je pense que les Américains sont plus passionnés. Puis même dans la société, la place du sport, elle a une beaucoup plus grande place que nous ici. Mais des vrais passionnés de basket avec qui tu peux parler des heures, il n'y en a pas. Il y a plus de mecs qui sont coupés du basket que de vrais passionnés dans ton esprit, quand t'as des mecs que tu as croisés dans ta carrière. Et puis, je te dis, l'influence maintenant, en plus, les plus jeunes joueurs, encore une fois, l'influence des réseaux sociaux, je te le dis, c'est pas... Tu t'asseyais à une table, à la fin, tu t'étais... Ok, t'avais ton téléphone, mais t'envoyais quelques textos, tu parlais... Mais moi, je me rappelle de trucs en équipe de France où on était là, par exemple en moins de 18, on n'avait même pas le droit de garder nos téléphones. On nous les rendait. Bah ouais, on était là, on faisait que parler de basket. Tu parles de basket, tu joues aux cartes, les déplacements en quart. Bah bien sûr. Les déplacements en quart, c'était des discussions aller-retour non-stop. Interminable. Ouais, c'est vrai. Le League Pass, ça a commencé quand ? Pas si longtemps, 10 ans, on va dire. Il n'y a pas si longtemps. Avant de voir un match NBA, c'était un événement. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne pouvais pas tous les regarder. Donc le match du samedi ou le match... Tu le rematais 4 fois même. Tu vois, maintenant, c'est comme... Je peux en voir quand je veux, il y a 50 000 matchs, il y a 50 000 trucs. Donc, et puis t'en bouffes tellement que des fois, tu passes à autre chose. Mais ouais, moi je me rappelle en équipe de France, c'était des fois où on quittait pas la table, ça va, ouais, machin, ceci, cela. Ouais, mais des vrais passionnés, c'est vrai qu'il n'y en a pas autant qu'on ne le pense. Edwin, on te retrouve l'année prochaine donc avec l'Asvel.
pour peut-être aller chercher ton premier titre de champion de France, parce qu'on rappelle que t'as jamais été champion de France. C'est le seul mec de l'histoire qui est lié comme ça avec l'Asvel qui est pas champion de France. Les mecs, ils ont 48 titres. Qu'est-ce que t'attends? Après les prochaines, ils arrivent avec un budget de mammouth, donc normalement... J'espère que au moins un. Ah ouais. Parce que vraiment, on dirait Edwin Jackson, ouais, meilleur scoreur, jamais champion de France. Tu vois, en jouant à l'Asvel aussi longtemps, mais c'est normal les gars, attendez. Et je pars. Ils en gagnent 3 de suite. Et tu reviens. Pose-toi les bonnes questions au bout d'un moment. C'est même saison blanche, hein. Clairement, c'est vrai que c'est quand même bon. J'espère que l'année prochaine prouvera que je suis pas le chat noir. Sinon, je serre la main à Tony, je dis bon écoute, allez, je m'arrache parce que là je sens que... Écoute, en tout cas, on a hâte de voir l'équipe de l'Asvel l'année prochaine, parce qu'il y a des sacrés noms qui pop. Donc maintenant, on peut officiellement mettre le tien, mais c'est vrai que l'année prochaine, l'équipe devrait être plutôt cool là-dessus. Merci Edwin, on s'est régalé. Ça valait le coup d'attendre. Ça valait le coup d'attendre toutes ces années. T'as beaucoup de choses à nous dire. Merci. Et t'as beaucoup donné. On devrait faire partout. Partout. Parce que là, il y a des trucs qui me viennent là. Tu reviendras, on parlera plus de NBA. Tu vas très peu parler de Victor, de ce qui s'est passé ces derniers temps. On sait que t'es excellent là-dedans. Tu reviendras, la vie est longue. Je vous parlerai de la Summer League aussi avec Marcus Smart, qui était un truc incroyable. On finit là-dessus. C'est le bonus track. Vas-y, au revoir, Marcus Smart. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, c'est pas ça. C'est là où je me suis vraiment rendu compte. Les Quinry, c'est vraiment des ouf. Le mec, il venait dans le bus. Déjà, où je me suis dit vraiment, quand t'es une star en NBA, ou par exemple t'es un premier choix de draft, ou on t'a drafté haut, il y a personne qui te dit rien. Vraiment. Mais là, je m'en suis rendu compte. Il venait dans le bus, gros. Il avait des sacs de bonbons. Comme ça, avant le match. Et il mangeait comme ça. Et en plus, on avait bien sympathisé. Et je disais, mais ça te fait pas mal au ventre ou je sais pas quoi? Enfin, tu te sens bien pour jouer? Et il me dit, when you got it, you got it. J'ai dit, ah ouais, vraiment, les Quinry, ils ont... Et là, il allait jouer le match. Des fois, il s'échauffait. Des fois, il s'échauffait pas. Des fois... Et ce bouton on-off, et après, il rentrait. Il mettait des pressions tout terrain des mecs. Il piquait ballon sur ballon, ballon sur ballon, ballon sur ballon. En plus, en Summer League, les mecs, Et après, il s'entraînait un peu nonchalamment, un peu. Et dès que le match, il commençait, il avait ce truc. Il jouait comme un mec enragé, comme il joue maintenant. Il défend. C'est la Summer League. Sur tous les ballons, il sautait. Et je me suis vraiment rendu compte, les Quinry, mentalement, c'est vraiment des autres animaux. Ils sortaient, ils venaient à 4h du mat et ils rentraient dans le lobby, ils passaient devant les coachs. Hey, what's up? Genre, il allait checker. Mais t'es normal, comme si. Non, mais de toute façon, je vote plus au pic. Je sais que de toute façon. Et le pire, c'est que le lendemain, te dis, il était injouable, genre en Summer League. Enfin, au niveau défensif, en tout cas, parce qu'il n'était pas super poli offensivement. Mais défensivement, je dis, mais comment il a cette énergie? Parce que, ok, t'es un peu impacté quand même, tu... Et ouais. Sous Dragibus, je te jure. Mais en plus, vraiment, des paquets comme ça, il venait... Hey, what up, coach? Mais c'est incroyable, ça. Ouais, il nous fait ça. Tu te plantes un peu, quoi. Un peu, tu vois, pour que... Et c'était Jay Laranaga qui nous coachait. Ah ouais. L'ancien de l'Asvel. Ouais, ancien de l'Asvel. Tu vois, comme quoi, même là-bas, ça me suit, tu vois. Bon, t'as raison, là. Faudra que tu reviennes. Et puis bon, vu que t'es à Lyon, c'est à côté. On se recroisera évidemment avec plaisir sur le terrain. Merci Edwin, bon été. Puis on se retrouve pour la rentrée, pour la nouvelle saison de Pro A. À très bientôt. On dit Pro chez nous. Merci Thomas. Merci à Léo en régie. Et on se retrouve très vite pour un nouvel entretien. Il y a du lourd qui arrive.